bienvenue dans ce troisième cycle sur la création d'entreprise. Je m'appelle toujours Cédric Barret, j'espère que vous avez bien avancé sur votre projet de création et que vous avez suivi les deux premiers modules. Et dans ce troisième module, nous parlerons plus précisément de forme juridique. C'est-à-dire que ensemble, nous allons essayer de vous guider pour que vous puissiez bien choisir votre forme juridique d'entreprise. Un choix très important parce que j'aurai l'occasion d'en reparler par la suite, mais changer de statut, ça coûte très très cher et c'est très compliqué. Donc, d'entrée de jeu, il vaut mieux bien choisir sa forme juridique. Alors d'abord, on se posera plusieurs questions. Est-ce que vous entreprenez seul, à plusieurs? Est-ce que vous voulez démarrer en douceur, en cumulant notamment avec une activité salariée? Ou est-ce que carrément vous voulez jouer dans la cour des grands? J'essaierai de répondre à toutes ces questions avec des présentations assez simples. À chaque fois, je vous présenterai une vidéo avec une forme juridique dont je vous présenterai les principales caractéristiques. J'essaierai de vous donner également des références de livres, des adresses de sites internet pour approfondir le sujet, car sur des vidéos en 15 minutes, il est difficile de parler de manière très complète, je dirais, d'une forme juridique. Et à chaque fois, je vous donnerai des conseils dans ces vidéos pour que vous pensiez à certains détails qui vous éviteront de vous planter. Et enfin, dans un troisième temps, un petit récapitulatif sur ce statut. Et enfin, dans une deuxième partie de ces vidéos, je vous parlerai de protection sociale et comment on peut comprendre l'imposition, car en effet, être chef d'entreprise, ce n'est plus avoir ses repères traditionnels de salariés ou de demandeurs d'emploi. Donc, nous discuterons de ces formidables organismes que sont le RSI, la CIPAV, l'URSSAF et bien d'autres, et nous parlerons un petit peu d'imposition sur le revenu, sur les bénéfices, et nous essaierons de vous donner là aussi un maximum de clés. Si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite tout de suite à cliquer sur la page vidéo et nous parlerons tout de suite de la micro-entreprise. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo du troisième cycle sur le choix des formes juridiques d'entreprise. Je vous propose, comme l'indique mon titre, de débuter en douceur avec l'entreprise individuelle, une forme d'entreprise extrêmement célèbre en France et en constante croissance par sa souplesse. Nous parlerons bien entendu de micro-entreprise, mais pas seulement. Je vous propose donc de découvrir avec moi le programme de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, nous aurons à chaque fois la même construction pour ces premières vidéos. Nous découvrirons les caractéristiques de l'entreprise individuelle. Je vous donnerai dans un deuxième temps de bons conseils et enfin je vous offrirai un récapitulatif de ce régime si jamais vous le choisissez. Bien, comme je vous le disais, essayons de découvrir ensemble les caractéristiques. Dans quelle situation d'abord choisir ce régime d'entreprise? Eh bien, la première, ce serait que est-ce que votre projet est modeste et ne présente pas de fortes perspectives de développement? En effet, l'entreprise individuelle a été créée et existe encore actuellement pour des toutes petites structures, soit parce qu'elles se lancent, ou soit parce qu'elles sont complémentaires à une activité salariée ou à une autre activité d'entreprise. Donc, il faut savoir que ce régime est fait pour les petites structures. Est-ce que vous appréciez travailler seul et prendre seul vos décisions? Car, comme son nom l'indique, l'entreprise est individuelle. Est-ce qu'également vous êtes allergique aux démarches administratives et que vous souhaitez un lancement rapide de votre activité? Car comme nous le verrons juste après, eh bien, il y a très peu de formalités à remplir et c'est très rapide. Et est-ce que vous souhaitez vous orienter vers l'activité de consultant, d'artisan ou d'indépendant sur le web? En bref, est-ce que votre activité est mobile? À ce moment-là, eh bien, vous aurez le choix de l'entreprise individuelle puisqu'il n'y a pas de lieu fixe pour travailler. On parlera d'ailleurs auprès de l'administration d'un coin de table ou d'un coin de bureau, qui sont des termes juridiques pour exprimer que l'on travaille chez soi et que l'on réserve une partie de son domicile personnel pour travailler ou que l'on est perpétuellement en déplacement. Je vous propose un livre pour aller un petit peu plus loin sur ce thème, c'est Entreprise individuelle, EURL, EIRL, auto-entrepreneur, création, gestion et évolution de Véronique Legrand aux éditions Delmas. Un livre très très bien fait, très complet sur l'entreprise individuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce régime? Première chose, les formalités administratives pour la création sont très limitées. Il suffit d'envoyer au centre de formalité un formulaire ou un CERFA qu'on trouve très rapidement sur le site
gouv.fr. Si vous tapez dans votre moteur de recherche Google par exemple, création d'entreprise, c'est le fameux formulaire P4PL qui est jaune et vert et qui s'appelle déclaration de création ou de modification d'activité. Une fois que ce formulaire a été dûment rempli et renvoyé au centre de formalité des entreprises, eh bien votre entreprise est créée. Les formalités comptables de la micro-entreprise sont également assez simples. 2 registres, grand livre à acheter en librairie spécialisée ou sur Internet, à remplir à la main ou au stylo indélébile. C'est donc le livre journal et le livre d'inventaire. Dans un autre cycle de vidéos, je viendrai parler avec vous de la comptabilité courante de l'entreprise individuelle et donc nous aurons l'occasion de voir des exemples de ces livres et savoir comment surtout on les remplit. Le livre journal, pour vous en dire quand même quelques notions, c'est un grand livre rectangulaire qui récapitule tout simplement l'ensemble des achats et l'ensemble des dépenses que l'on a dans une entreprise. Il faut y intégrer bien évidemment le salaire et ça retrace en fait toute l'activité financière de votre entreprise. Depuis le 1er janvier 2016, les chiffres d'affaires permettant de conserver ce régime sont de 82 200 € si vous effectuez des opérations commerciales de vente et si d'ailleurs vous êtes assujetti à la TVA, et de 32 900 € si vous vendez des prestations de services. Si vous cumulez les deux, vous devez tenir une comptabilité séparée pour chacun, et ces seuils s'appliquent à chaque comptabilité. Au-delà de ces seuils, une tolérance de dépassement d'1 an est admise, mais après ce délai, vous devez changer de statut d'entreprise, et c'est une démarche payante. Alors, que dire de ces chiffres d'affaires? Ils peuvent paraître, pour des gens qui n'ont jamais géré d'entreprise, assez impressionnants, mais lorsque l'activité commence réellement à fonctionner et qu'on décide de se dégager un salaire correct, j'ai pas dit important, mais correct, eh bien vous verrez que ces chiffres d'affaires sont très facilement atteignables. En cas de dépassement, j'aurai l'occasion de revenir dessus, vous aurez une tolérance pour conserver ce régime de l'entreprise individuelle pendant un certain nombre de mois. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même changer de statut pour un autre que nous allons découvrir dans d'autres vidéos. Attention, dans ce régime, vous ne formez qu'une seule personne morale avec votre entreprise, ce qui veut dire que votre patrimoine personnel et privé est saisissable en cas de non-paiement. Très concrètement, si malheureusement les choses tournent mal pour vous, eh bien les huissiers pourront venir chez vous pour saisir vos biens personnels dont vous êtes propriétaire. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, vos éventuelles difficultés retomberont également sur votre conjoint. À explorer 2 sites internet, bien sûr l'incontournable l'autoentrepreneur.com.fr, qui est un portail unique pour découvrir, apprendre et déclarer ses formalités et obligations en ligne. Pour déclarer et payer en ligne, puisque c'est possible également, vous aurez besoin des identifiants fournis par votre extrait CABIS ou INSEE, qui est un papier qu'on vous envoie une fois que vous avez envoyé votre formulaire à votre centre de formalité des entreprises. Un autre site que j'ai trouvé très intéressant, c'est les sites des CCI, on les recroisera ceux-là, celui qui traite de l'auto-entrepreneur de la CCI de Paris, qui vous aide et vous accompagne dans la mise en place de ce statut. De plus, la plupart d'entre elles, des CCI de région, proposent des formations gratuites d'accompagnement à la création. Il en va de même d'ailleurs pour les chambres des métiers, si vous choisissez une activité artisanale, et il est possible de prendre rendez-vous gratuitement avec des experts comptables, juridiques, si vous avez des questions spécifiques. Quelques conseils en fait à vous donner sur ce statut d'entreprise individuelle. Le premier, c'est peut-être de protéger votre patrimoine personnel. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, si vous ne changez rien, en effet, votre patrimoine personnel et votre patrimoine d'entreprise seront fusionnés. Mais il est possible, en attendant bien sûr que la loi Macron, dont les décrets sont encore en cours d'application sur l'année, et aujourd'hui, donc là moi je suis en septembre 2016, nous n'avons toujours pas encore l'ensemble de ces décrets, on peut déclarer l'insaisissabilité des biens d'un créateur d'entreprise, et vous pouvez opter pour 2 options atténuantes. Vous pouvez soit établir une déclaration d'insaisissabilité chez un notaire, soit choisir le régime de l'entrepreneur à responsabilité limitée, que nous découvrirons après. Dans le premier cas, vous mettez à l'abri vos biens fonciers, et dans le second, vous affectez une partie de votre patrimoine à l'entreprise qui servira de gage aux créanciers. Mais avec le IRL, un comptable est plus que nécessaire. Ce qui veut dire dans cette deuxième option, donc la première c'est très simple, je vais chez mon notaire, je remplis une déclaration d'insaisissabilité, je fais la liste de ce qui m'appartient, et en effet, on ne pourra pas, si mon entreprise se casse la figure, on ne pourra pas donc venir me saisir mes biens personnels. Dans le deuxième cas, il s'agit également de faire une liste, mais on va devoir changer déjà de régime d'entreprise et passer à l'EIRL,
et on va déclarer des listes qui sont insaisissables en cas de créance. Deuxième conseil, c'est bien sûr d'assurer votre activité. Une assurance multirisque habitation, puisqu'on travaille chez soi, ne couvre pas les risques professionnels. Il faut donc souscrire une responsabilité civile professionnelle auprès de votre assurance. Son montant est déductible de votre chiffre d'affaires, mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est assez cher. Sachez qu'il est possible d'opter pour le régime de la séparation des biens dans le cadre où vous êtes marié, dans le mariage, au bout de 2 ans. Si vous êtes locataire, vous devez demander une autorisation à votre propriétaire pour exercer une activité à domicile. Un petit peu des notions pour comprendre la logique financière. Donc, vous ouvrez un compte bancaire dédié à votre activité, ça c'est très important. Un simple compte courant particulier enregistrant les entrées-sorties est suffisant pour le début de votre activité. Dans une banque différente de votre banque actuelle, il est inutile dans un premier temps de prendre une carte bleue, je trouve ça assez superflu, mais il vaut mieux prendre un chéquier. Votre chiffre d'affaires total de vos recettes doit être dégrévé des frais professionnels. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez en faisant des factures, vous allez amputer justement ce chiffre d'affaires de l'ensemble des déplacements, des repas que vous prendrez à l'extérieur pendant le travail, des péages, des frais d'hôtel, des frais de stationnement. Vous pouvez aussi intégrer une quote-part de votre loyer puisque vous travaillez chez vous. C'est généralement 10%. De la taxe d'habitation, vous prenez le même montant, 10%. L'électricité, etc., l'eau, tout ce genre de charges personnelles, vous pouvez en affecter une partie, un pourcentage, vous ne pouvez pas en affecter la totalité, qu'on soit bien d'accord, comme charge, comme frais professionnels que vous vous remboursez de votre entreprise à votre compte personnel. Et ensuite, les impôts et les cotisations sociales vont venir se calculer sur le reste, c'est-à-dire sur la différence entre votre chiffre d'affaires moins vos frais professionnels, puisque ce sont vos bénéfices. Si ces notions vous paraissent encore un peu techniques, pas d'inquiétude. Dans le prochain cycle de vidéos où nous parlerons plus de la comptabilité et de la gestion, j'aurai l'occasion de revenir vraiment très concrètement avec beaucoup d'exemples dans ces questions-là. Il est possible d'anticiper quelques cotisations pour mesurer le montant de ces dernières sur le site de l'URSSAF que vous pouvez aller consulter, qui est assez bien fait, quoique un peu austère, mais on arrive à trouver de l'information pour savoir précisément combien de pourcentage en charge va-t-on nous prendre sur notre bénéfice cette fois-ci, et combien on va devoir à peu près payer à l'avance, sachant que le système est un peu plus compliqué, j'en reparlerai dans la suite de ce cycle de vidéos. Un petit récapitulatif du régime donc. Je le rappelle, il n'y a pas d'associé, mais vous pouvez embaucher en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Le montant du capital social est de 0. Vous pouvez démarrer votre entreprise avec aucun capital et 0 € sur votre compte d'entreprise. La direction est bien sûr l'entrepreneur. La prise de décision, c'est l'entrepreneur. La responsabilité du dirigeant, eh bien, il est responsable de ses dettes sur ses biens personnels, sauf si déclaration d'insaisissabilité ou si option de EIRL. Les impôts, le chef d'entreprise est imposé directement sur sa déclaration d'impôt sur les revenus. Tout votre chiffre d'affaires, enfin plus précisément vos bénéfices, vont être enregistrés dans la déclaration 2042. Et ensuite, les impôts, lorsque vous recevrez vos impôts sur le revenu, eh bien, vous verrez apparaître ces revenus-là et vous serez imposé dessus. Vous pouvez opter lors de la création pour le versement libératoire de l'impôt sur les revenus, j'en reparlerai beaucoup plus tard, c'est-à-dire que lorsque vous déclarez votre chiffre auprès de l'URSSAF, on peut d'ores et déjà vous imposer sur ces revenus-là sans vous faire un doublon avec les impôts sur le revenu traditionnel. Si vous avez choisi l'option URL peut opter dans certaines mesures pour l'impôt sur les sociétés. Je vous ai mis l'adresse du site de référence sur les EIRL et je reparlerai de l'impôt sur les sociétés plus tard lorsque nous parlerons d'impôt. Les cotisations sociales, vous êtes soumis au régime des travailleurs non salariés qu'on appelle le régime TNS auprès de l'URSSAF. Je vous conseille d'opter pour la déclaration du chiffre d'affaires mensuel auprès de l'URSSAF. Ainsi, vous payez vos cotisations sociales mois après mois sans de surprise à la fin de l'année. Votre rémunération, voici quelques conseils. Comme je l'expliquais, donc c'est chiffre d'affaires mensuel moins remboursement de frais personnels mensuels plus charges sociales mensuelles. Il vous reste donc les bénéfices. Les bénéfices vont être diminués de 20%, les 20% étant de 30%, pardon, les 20% étant votre provision mensuelle pour les coups durs, plus votre trésorerie, plus certaines cotisations forfaitaires calculées sur l'année. Et enfin, le solde est votre prélèvement personnel, soit votre salaire.
Chiffre d'affaires mensuel, moins les frais professionnels et les charges sociales, c'est votre bénéfice. Votre bénéfice, vous enlevez encore 30% en cas de coup dur. Et ce qu'il reste, c'est le montant de votre salaire. Voilà comment je peux vous donner quelques notions pour vous en sortir. Eh bien, écoutez, j'étais ravi de vous parler de cette première forme d'entreprise qu'est l'entreprise individuelle, une forme souple mais réservée aux petites ambitions. Si vous avez envie déjà de franchir un cap ou si vous avez besoin d'un local commercial, eh bien, je vous propose de me retrouver pour la deuxième vidéo où nous parlerons de l'EURL cette fois-ci. Et en attendant, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à aller consulter les sites que je vous ai indiqués dans cette vidéo pour compléter l'ensemble de vos informations. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les formes juridiques d'entreprise. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou EURL, dont je vous propose de découvrir le programme qui n'a pas beaucoup changé, comme je vous l'ai expliqué en introduction. Nous allons parler ensemble des caractéristiques de cette forme d'entreprise. J'essaierai de vous donner dans un deuxième temps des conseils, et dans un troisième temps, nous verrons un récapitulatif de ce régime. Alors, pour en découvrir les caractéristiques, d'abord, interrogeons-nous sur dans quelle situation vous pouvez choisir ce régime. Premier cas, vous souhaitez un statut plus protecteur que l'entreprise individuelle. Nous en reparlerons, mais l'EURL crée une personne morale, c'est-à-dire une personne qui n'existe pas physiquement, bien entendu, mais qui va vous protéger sur le plan personnel par rapport à la justice, en cas de problème, bien entendu. C'est-à-dire que la justice va pouvoir venir ne saisir que les biens de l'entreprise et pas les vôtres. Vous souhaitez rendre possible l'arrivée de futurs associés, puisque vous allez pouvoir ouvrir votre capital d'entreprise, une notion qu'il va falloir que vous soyez familier maintenant avec. Donc ouvrir le capital, ça veut dire que tout ce que l'entreprise achète comme matériel, tout ce qu'elle investit dès le départ dans son entreprise, tout ceci représente une somme d'argent. C'est ce qu'on appelle le capital de l'entreprise. Et ce capital peut être divisé ou vendu en parts à d'autres personnes qui deviennent du coup associées. Vous avez l'intention d'occuper un bureau, un local distinct de votre lieu d'habitation. L'EURL est le statut par excellence du commerçant. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez besoin d'un local dans lequel vous allez notamment accueillir du public, vous allez choisir tout naturellement, mais ce n'est pas le seul, mais vous pouvez choisir tout naturellement ce statut d'entreprise. Vous n'aimez pas les contraintes de chiffre d'affaires, puisque là on est fait par rapport à l'entreprise individuelle, l'EURL permet de ne pas avoir de plafond dans son chiffre d'affaires. Un livre que je vous conseille, il s'intitule SARL EURL, Réussir la création, la gestion et le développement, de Jean Pinet, qui coûte donc entre 25 et 30 euros aux éditions EO. Et comme vous le voyez sur la couverture, il s'agit d'un guide pratique, donc il vous accompagne pas à pas dans la création, la gestion et le développement de votre EURL. Très complet et en même temps très accessible. Vous retrouverez le même livre plus tard quand on parlera de la SARL notamment. Ce qu'il faut savoir sur ce régime pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. D'abord, donc je reviens sur cette notion de personne morale, qui fera donc écran par rapport à votre patrimoine personnel. Le plus souvent, l'actionnaire unique, c'est vous, puisque vous achetez la totalité du capital au début. Et également, le gérant unique, donc c'est encore vous, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui avait apporté le maximum d'argent, qui avait acheté l'ensemble du matériel de l'entreprise, donc vous êtes le principal actionnaire, et vous êtes celui qui allait gérer l'entreprise, donc vous êtes aussi le gérant. En cas de dette, les créanciers ne pourront saisir que le capital investi à la création de l'entreprise. Néanmoins, cette unique raison ne doit pas conditionner votre choix. Comme nous l'avons vu dans le cycle 2 des vidéos sur le business plan, il est souvent nécessaire pour les banques de demander des cautions personnelles. Donc, quelque part, vous engagez aussi une partie de votre argent personnel. Le gérant d'une URL est soumis à des obligations légales qui, en cas de faute, engagent sa responsabilité civile et pénale sur des montants supérieurs à ce capital également. Néanmoins, quelques avantages se distinguent. Avant tout, le URL est un gage de fiabilité, car elle constitue un capital de départ et une comptabilité véritable. Il est interdit dans une URL de faire sa comptabilité seul. Donc, par rapport aux erreurs de gestion ou de mauvaise tenue de livre de compte, par exemple, le fait d'avoir obligatoirement recours à un expert comptable fait que c'est un gage de sérieux.
Il faut rédiger des statuts devant notaire ou avocat. Ça, c'est une notion très importante, donc c'est payant, mais un modèle de statut type est remis gratuitement par le Centre de formalité des entreprises. Donc, vous vous adressiez à l'URSSAF ou à la Chambre de commerce et d'industrie ou à la Chambre des métiers, ou alors au greffe du tribunal de commerce qui reçoit la demande d'immatriculation de la société. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est simple, elle peut se faire directement en ligne par le site officiel guichet-entreprise.fr. Il faut également déposer ces statuts aux impôts. Y figureront la dénomination de l'entreprise sur ces statuts, sa domiciliation, où est-ce qu'elle se situera, la nature et les montants des apports en capital, ensemble de tout le matériel et l'argent que vous allez investir au début, son objet social, c'est-à-dire ses activités, éventuellement les pouvoirs du gérant et les modalités de consultation de l'associé, etc. À explorer deux sites internet. Le premier site de la CCI de Paris, Île-de-France. Dans le menu de droite, cliquez sur EURL, vous aurez un panorama très complet sur ce régime et ses obligations. Et enfin, un deuxième site que je vous conseille, que vous retrouverez également plus tard, c'est le coin des entrepreneurs. Et vous cliquez sur, vous naviguez un tout petit peu, mais il est très ergonomique, et vous tombez sur avantages et inconvénients de l'URL. Le coin des entrepreneurs propose, pour chaque statut d'ailleurs, un onglet avantages et inconvénients très intéressant. Il, il vous permettra de peaufiner votre choix et d'être conscient de tous les enjeux. Bien, quelques conseils que je peux vous donner jusqu'à maintenant. D'abord, sur cette notion de capital de départ, vous pouvez le faire en cash, en monnaie donc, ou en nature. Le capital peut comprendre du numéraire, de l'argent personnel par exemple, ou en nature, mobilier, local, voiture que vous donneriez ou que vous vendriez vous-même à votre entreprise. L'apport en espèces présente un avantage non négligeable. Il peut être déclaré en totalité, mais constitué sur 5 ans, par cinquième successif. En gros, vous pouvez indiquer capital de 10 000 euros, mais n'en verser que 2 000 euros la première année et en augmenter de ce capital de 2 000 euros par an pendant 4 ans. L'apport en nature présente lui aussi un intérêt. Tant que sa valeur est inférieure à 7 500 euros et à la moitié du capital total, son montant peut être librement estimé par l'associé unique. Donc vous pouvez vendre à votre entreprise n'importe quel capital, tant qu'il respecte ces deux limites de 7 500 euros, au prix que vous le souhaitez. Au-delà, l'intervention d'un commissaire aux apports, comptez 1 500 euros l'intervention, est obligatoire, donc on fait attention. Je reviens sur cette première notion de capital de départ, elle est très importante puisque vous pouvez vous dire que vous ne voulez peut-être pas un gros capital, mais ce capital représentant l'argent de votre entreprise, son patrimoine, voici une autre notion intéressante également, eh bien si vous avez besoin de demander des prêts, c'est le montant que l'on va regarder en premier. De combien dispose le patrimoine de votre entreprise. Deuxième conseil, comment peut-on intégrer des actionnaires? Comme je le disais, ce statut permet par cession de parts de faire entrer au capital de nouveaux associés qui participeront au développement de l'entreprise. Cela entraîne cependant une modification des statuts pour enregistrer la nouvelle répartition. Très simplement, le capital dont vous avez besoin sera divisé en parts et vous, détenteur du capital de départ, aurez automatiquement des parts correspondant à votre investissement. De plus, il est conseillé que les nouveaux actionnaires restent minoritaires, sinon vous perdrez la gérance. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous gardiez 51% de l'ensemble des parts du capital de départ. Donc si vous avez un capital de 10 000 euros, il faut que vous ayez absolument 5 100 euros, ce qui représente 51%, que vous détenez dans ce capital-là. Si vous passez en dessous de 50%, vous perdez la gérance. Dès l'introduction d'actionnaires, le pouvoir de décision est partagé entre les actionnaires, donc vous n'êtes plus tout à fait libre, même si vous détenez la majorité. Bien faire attention à ça. Le URL permet de transmettre progressivement son entreprise à ses enfants par la donation de parts. S'ils sont plusieurs, ils devront créer une SARL. Dernier conseil, les frais de constitution. Outre la rédaction des statuts, prévoyez une publication d'un avis de constitution de société dans un journal d'annonces légales, c'est environ 150 euros, l'adhésion à un centre de gestion agréé, distinct du comptable, pour bénéficier d'exonération de votre impôt sur le revenu, le dépôt des comptes et inventaire annuel, ainsi que le rapport de gestion auprès du tribunal de commerce. Beaucoup d'obligations, en effet, j'en ai conscience, et de choses techniques, mais en vous rapprochant de votre expert comptable, il vous expliquera. Souvent, en plus, on peut avoir, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des rendez-vous gratuits dans les centres de formalité des entreprises ou les chambres de commerce. Et du coup, il vous indiquera l'ensemble des papiers qu'il faut amener et à qui. Enfin, un petit récapitulatif de ce régime. Le URL, donc, c'est un seul associé,
Il est donc associé unique. Le montant du capital social, donc du capital de départ, est librement fixé. Le minimum est d'1 euro. 20% des fonds peuvent être versés à la création et le reste dans les 5 années qui suivent. La direction, c'est bien sûr le gérant qui peut être soit l'associé unique, soit quelqu'un d'autre. On peut très bien engager un gérant de sa propre entreprise. L'ordonnance du 31 juillet 2014 permet d'avoir un associé unique d'une autre URL. Prise de décision, le gérant, ses pouvoirs sont limités par les statuts s'il n'est pas l'associé unique. Responsabilité du dirigeant, elle est limitée aux apports, sauf responsabilité civile et pénale en cas de faute de gestion. Donc si vous ne payez pas de facture, on est bien d'accord, on viendra saisir d'abord les biens de votre entreprise par rapport au montant de son capital. Les impôts, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, l'ERL, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle BIC, ou des bénéfices non commerciaux, BNC, selon la nature de ses activités. BIC, c'est donc vente ou commerce, et BNC, c'est les services. Option possible pour l'impôt sur les sociétés. Les cotisations sociales, si le gérant est l'associé unique, il est soumis au régime des travailleurs non salariés, comme dans l'entreprise individuelle. Si le gérant est un tiers, c'est-à-dire qu'il devient salarié, et donc il est salarié. Votre rémunération, elle n'est pas déductible des bénéfices, sauf en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés ou lorsque le gérant est un tiers. J'espère que j'ai été assez clair sur ce statut de URL. Il s'agit bien en effet, comme la vidéo précédente, d'une grande introduction où j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais encore une fois de plus, n'hésitez pas à aller consulter les sites que je vous donne à l'intérieur de cette vidéo pour approfondir le sujet. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très vite pour la troisième vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les formes juridiques d'entreprise que j'ai intitulée Inspirer confiance avec la SARL, Société à responsabilité limitée. Nous commençons à avoir des statuts assez contraignants et assez importants d'entreprise. Donc je vous propose tout de suite de voir le menu qui est sensiblement le même que les autres vidéos pour l'instant. Je vous propose donc de découvrir ensemble les caractéristiques de ce statut, de profiter de bons conseils et enfin de faire ensemble un récapitulatif de ce régime. Dans un premier temps, dans quelle situation choisir ce régime d'entreprise? D'abord, est-ce que vous préférez une forme d'entreprise répandue? Il faut savoir que la SARL est la forme d'entreprise la plus répandue en France et qui réunit des capitaux sans diluer le pouvoir entre actionnaires. On le verra par la suite, mais les statuts pour créer ce type d'entreprise vont être beaucoup plus complexes et vont régler un certain nombre de soucis ou de problèmes avant même que la société ne se lance. Est-ce que vous souhaitez une forme d'entreprise couteau suisse qui permettra aussi bien de lancer un bistrot qu'une start-up d'Internet? En effet, la SARL a quelque chose de très très souple dans son fonctionnement. Il s'agit également d'un des premiers statuts qui vous permettra de travailler à l'étranger si vous avez des envies d'exportation. Est-ce que vous avez l'intention de réunir de 2 à 100 associés? La SARL est le statut qui permet d'entreprendre à plusieurs. Et enfin, est-ce que vous aimez les organisations plus cadrées avec des mécanismes de contrôle, puisque la SARL, comme je le disais, va avoir des statuts beaucoup plus précis. Le coin des livres, eh bien écoutez, je vous conseille le même livre que à la vidéo précédente sur le URL, puisqu'il est aussi très complet sur la SARL, donc je ne reviens pas sur sa présentation. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce régime? D'abord, créer une SARL impose la rédaction de statuts, mais surtout une définition claire, écrite et exhaustive, c'est-à-dire complète, des rôles de chacun dans l'organisation. Il va falloir que vous mettiez toute votre entreprise par écrit dans son fonctionnement, en essayant de rien oublier, de le faire relire plusieurs fois par les associés bien entendu, mais aussi par des experts, afin que vous puissiez avoir tout prévu dès le début. De plus, dans ces statuts, vous distinguerez les associés qui apportent de l'argent ou des actifs au capital. Les actifs sont à la fois des sommes d'argent, mais peuvent être aussi du matériel ou de l'industrie. Et le ou les gérants qui la dirigent. Comme dans le cas de l'EURL, un gérant peut être aussi associé à la fois. Le gérant jouit de pouvoirs très étendus. En l'absence de précision contraire dans les statuts, il a le droit d'accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. C'est donc le président de la société, à condition de rester dans les limites de l'objet social, c'est-à-dire toujours de la définition des activités de l'entreprise. Il peut par exemple contracter un emprunt ou vendre un bien immobilier de son seul chef. S'il y a plusieurs gérants, le pouvoir est démultiplié.
Chacun d'entre eux peut effectuer seul tous les actes permis par l'objet social. En contrepartie, les responsabilités du gérant sont lourdes. Il peut, en cas de difficulté financière, supporter personnellement les créances, cette fois-ci, s'il y a une faute de gestion qui est reconnue par le tribunal de commerce. Je vous conseille de suivre deux sites internet. Le premier, celui de droitfinance, commentsamarche.net, sur la SARL, le statut de la société à responsabilité limitée. Ce site, qui est très connu, je parle de commentsamarche.net, permet d'avoir une vision assez complète du statut de SARL. On s'intéressera tout particulièrement aux différents apports possibles qui vous permettront peut-être de retrouver des associés dans votre entourage. Et enfin, on retrouve ici le site que j'ai regardé plutôt pour ce statut, qui est celui de Notaire Paris d'Île-de-France, avec la question qu'est-ce qu'une société responsabilité limitée, un site pour fouiller les aspects plus juridiques et notamment l'intérêt des statuts, savoir comment on peut les rédiger. Quelques conseils dans un deuxième temps. Premier conseil, il faut absolument éviter les duos d'associés 50-50. La responsabilité des associés détenteurs des parts sociales est limitée à leur rapport au capital. Par exemple, si l'entreprise a un capital social de 30 000 euros dans les mêmes conditions que nous avons vues à la vidéo précédente et que j'achète 8 500 euros de parts sociales, je possède 28,33% de l'entreprise, mais je pèse également 28,33% dans les décisions prises. Si certains d'entre vous sont particulièrement amateurs de séries américaines ou françaises qui parlent de gestion d'entreprise, on voit toujours cette réunion des associés où chacun représente un certain nombre de poids ou de pourcentages dans l'entreprise. C'est exactement ce modèle-là. Les associés exercent leur pouvoir en votant lors des assemblées générales ordinaires. Ces assemblées générales ordinaires sont des événements obligatoires qui ont lieu au minimum une fois par an. Vous pouvez en faire plusieurs pour présenter en fait le bilan de votre entreprise, notamment à vos salariés si vous en avez, et ce seront des assemblées générales extraordinaires. Non pas qu'elles sont magiques ou super, mais bien qu'elles sortent de l'ordinaire et donc de ce que vous impose la loi. Ces assemblées générales ordinaires approuvent les comptes qui leur sont présentés et décident de la distribution des dividendes par des bénéfices annuels réalisés par l'entreprise. Les décisions s'y prenant à majorité simple, une décision qui réunit plus de 50% des parts sociales plus une voix est adoptée. Il faut éviter que deux actionnaires aient le même nombre de parts, puisque ça fait blocage. Deuxième conseil, il s'agit de composer avec vos actionnaires. Lorsque le ou les gérants détiennent plus de 66% des voix, soit la majorité lors des votes de certaines décisions importantes, ils ont toute liberté pour diriger l'entreprise, ce qui ne leur donne pas le droit cependant de faire n'importe quoi. Chaque associé a en effet la capacité d'intenter une action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts en cas de faute du gérant. Si ce dernier s'octroie une rémunération supérieure à celle décidée en assemblée générale par exemple. En revanche, révoquer un gérant n'est pas aisé. Les associés doivent représenter au moins la moitié des parts sociales pour en décider et s'appuyer sur un juste motif, pas évident à démontrer. En deçà de 50%, le gérant est dit minoritaire. Il a une moins grande latitude pour gérer l'entreprise, mais peut obtenir un statut d'assimilé salarié, plus favorable pour lui en termes de couverture sociale que celui du gérant majoritaire qui relève du régime des travailleurs non salariés. Enfin, je voudrais vous parler de la SARL à capital variable. Il s'agit d'une SARL à capital variable qui consiste à fixer un montant minimal, 1 euro par exemple, et un montant maximal librement déterminé par les associés dans les statuts. La formule est intéressante pour une activité gourmande en fonds propres, justifiant de régulières augmentations du capital. Petit récapitulatif autour de ce régime. Donc le nombre d'associés est au minimum de 2 et de 100 au maximum. Je rappelle que ces associés se réunissent en assemblée générale ordinaire de manière à décider de la tenue de la gestion de l'entreprise. Le ou les gérants vont venir présenter devant les actionnaires leurs actions en termes de gestion de l'entreprise et les actionnaires vont voter, vont approuver l'action de ces gérants. Par la suite, les actionnaires vont également décider du montant de la rémunération des gérants et lorsque ces gérants sont également actionnaires et qu'ils ont moins de 50%, ils peuvent avoir un statut de salarié de l'entreprise. Le montant du capital social est librement fixé par les associés. Comme dans le URL, 20% des fonds peuvent être versés au moment de la création et le reste dans les 5 années qui suivent la création de l'entreprise. La direction est assurée par le ou les dirigeants, des personnes physiques. Ils font partie des associés ou sont des tiers désignés par les associés. La prise de décision, c'est donc le gérant qui prend les décisions de gestion courante.
mais certaines décisions importantes sont prises en assemblée générale. Là aussi, ce sont les statuts qui vont venir préciser quel type de décision relève du gérant, quel type de décision relève de l'assemblée générale. La responsabilité du dirigeant, elle est limitée aux apports, comme dans le URL, donc à ce qu'il a versé au moment de la création de l'entreprise, sauf la responsabilité civile et pénale en cas de faute de gestion. Les impôts, l'entreprise est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés de facto. Il est possible par contre d'opter pour l'impôt sur les revenus sous certaines conditions, pour les SARL notamment qui ont moins de 5 ans. Les cotisations sociales, si le gérant est associé majoritaire, il est soumis au régime des travailleurs non salariés, c'est-à-dire qu'il détient plus de 50% des parts du capital. Si le gérant est associé minoritaire ou égalitaire, il est assimilé salarié. Et la rémunération en tant que gérant pour vous, elle est déductible des bénéfices. Bien, j'espère vous avoir donné les généralités sur ce statut de SARL, qui est un statut beaucoup plus complexe, en effet, que l'URL, mais qui a quand même des points communs avec le statut précédent. Je rappelle que le plus important dans cette SARL, c'est donc bien la société qui est gérée par un ensemble d'associés, et non plus seulement par une seule et même personne. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vais vous conseiller d'aller voir les 2 sites internet que je vous ai conseillés dans la vidéo pour approfondir vos notions sur la SARL. Je vous remercie d'avoir suivi cette 3e vidéo et je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo où nous parlerons de la très grande entreprise puisque nous parlerons de la société anonyme. Je vous dis à très bientôt, merci et au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo sur les formes juridiques d'entreprise. Aujourd'hui, nous parlons de la plus grande taille d'entreprise qui puisse exister en France, qu'on appelle la société anonyme, une forme de société très sérieuse dont nous verrons qu'elle est très orientée vers les actionnaires, mais qui peut vous correspondre si vous avez de très grandes ambitions tout de suite. Le programme de cette vidéo est somme toute encore assez classique. Nous parlerons des caractéristiques de cette forme d'entreprise. Je vous donnerai de bons conseils et enfin nous verrons ensemble le récapitulatif autour de ce régime. Bien, d'abord, toujours la même question, dans quelle situation choisir ce régime? D'abord, est-ce que vous avez de grandes ambitions à réaliser immédiatement? Cette forme d'entreprise est très utilisée pour les grandes sociétés de commerce ou les grandes sociétés de vente sur Internet et également pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrie et produire en effet un certain nombre de choses tout de suite. Est-ce que vous avez une grosse capacité d'investissement dès le départ? Si vous avez particulièrement réussi votre étape numéro 2 qui représentait notre cycle numéro 2 également dans cette formation à la création d'entreprise, vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir votre levée de fonds. Et en effet, si celle-ci est conséquente, vous avez intérêt à choisir la société anonyme. Vous souhaitez rassurer les créanciers et vous voulez lever des fonds importants, c'est-à-dire que dans la suite de votre entreprise, vous avez envie d'avoir un maximum de partenariats avec les banques ou avec d'autres investisseurs, le côté société anonyme les rassurera énormément. Est-ce que vous aimez les grandes organisations et avez envie de jouer d'emblée dans la cour des grands, car comme je vous le disais, les sociétés anonymes sont les très grandes entreprises. Un livre très intéressant, c'est le Guide de l'administrateur de sociétés anonymes de Françoise Badevant aux éditions Litech, qui est paru en 2014, mais il a de nombreuses rééditions, qui coûtent entre 50 et 60 € et qui vous parlera de manière assez simple, mais néanmoins assez technique, je voudrais quand même vous prévenir là-dessus, sur l'administration d'une société anonyme, un bouquin très juridique, assez complexe, mais très complet. Alors, que pouvons-nous dire sur les caractéristiques de ce régime? D'abord, il est adapté, comme je le disais, à la levée de fonds. Ce statut est très populaire auprès des investisseurs professionnels. D'ailleurs, pour certains cabinets d'investissement, on vous réclamera carrément d'avoir ce statut-là d'entreprise, sans quoi on ne vous prêtera pas un centime. Son mode et son coût de fonctionnement le réservent cependant à des projets de grande envergure, puisque vous allez le voir, il va falloir avoir un certain montant de capital dès le départ. Pour le créateur, l'avantage est de pouvoir convaincre des investisseurs inconnus d'entrer au capital rapidement. En effet, la société anonyme est dirigée par un conseil d'administration de 3 à 18 membres, dans lequel chaque actionnaire peut trouver aisément sa place. Le conseil d'administration choisit son président, chargé de veiller au bon fonctionnement des organes de direction, direction générale, administration, commissariat aux comptes, et le ou les directeurs généraux chargés de la gestion de l'entreprise.
voit ici que l'on va créer d'ores et déjà un grand organigramme et que l'on va tout de suite recruter un certain nombre de salariés pour pouvoir faire fonctionner cette entreprise, dont la structure, la direction générale, ressemble à celle de la SARL dans quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus complexe. Bien évidemment, le choix de ce statut entraîne une certaine perte d'autonomie pour les créateurs de l'entreprise, d'autant plus que le président et les directeurs généraux sont révocables sans motif ni préavis par le conseil d'administration qui lui-même dépend des actionnaires. Enfin, l'ASA favorise le recrutement de cadres de haut niveau grâce à l'octroi de stock options ou de bons de souscription d'actions, c'est-à-dire que non seulement en plus du salaire que vous allez verser à ces salariés un peu particuliers, eh bien vous allez pouvoir leur permettre d'acheter des actions de votre entreprise et donc d'être rémunérés au titre de leur salaire, mais aussi au titre de leurs dividendes en fin d'année si l'entreprise réalise des bénéfices. Deux sites internet à explorer si vous voulez approfondir ce thème de la société anonyme. D'abord, le site création-entreprise sur le site oureka.fr, 2OREKA, un site très intéressant que vous avez peut-être déjà consulté car très complet sur un certain nombre de questions juridiques. Donc c'est un site de synthèse très bien fait pour démarrer en douceur avec donc toutes ces notions très complexes. On apprécie notamment les tableaux récapitulatifs et les nombreux liens qui permettent régulièrement d'approfondir le sujet. Un autre site, c'est Droit Finance sur comment ça marche, un site pour aller plus loin sur la question spécifique du statut du dirigeant de société anonyme, puisque dans ces vidéos, c'est avant tout de vous que je parle et donc vous allez être sûrement le dirigeant de l'entreprise de société anonyme. Donc ce site vous permettra de comprendre quelles sont vos obligations, quel est votre rôle et comment tout ceci fonctionne. Quel conseil je peux vous donner par rapport à ce type d'entreprise? Eh bien, le premier, ce sera peut-être de revenir sur les formalités. Dans un premier temps, je vous dis de retirer un dossier de création d'entreprise au centre de formalité des entreprises qui effectue donc les démarches administratives et l'enregistrement auprès des administrations de l'État. Une fois que ces dépôts, on va dire administratifs sont faits, eh bien, le centre de formalité des entreprises va avertir un certain nombre d'institutions à leur tour, notamment l'URSSAF, le RSI, etc. Donc ça, et de manière automatique. Dans un deuxième temps, vous allez élaborer les statuts de la SA. Alors ça, il faut le faire devant avocat ou notaire, et même, il faut même leur laisser la possibilité de rédiger vos propres statuts selon vos envies à vous. Ensuite, vous allez nommer le conseil d'administration et le président directeur général. Les statuts doivent préciser la dénomination sociale, le montant du capital social de départ, l'adresse du siège, le montant et la nature des apports en numéraire de chaque actionnaire, la forme et l'objet de la SA, la durée qui ne peut excéder 99 ans et le mode de fonctionnement de la SA. Il existe, sachez-le donc, des modèles de statut type. La rédaction en annexe d'un pacte d'actionnaires qui fixe les règles du partenariat est quelque chose de très important. Les statuts et annexes doivent être signés et paraphés par tous les actionnaires. Ensuite, en 8e étape, vous allez déposer le capital social en numéraire sur un compte bloqué. Ensuite, vous allez déposer le dossier soit au centre de formalité des entreprises, au greffe du tribunal de commerce ou à la chambre des métiers. Ensuite, vous devrez publier une annonce légale de création d'entreprise. Et enfin, les statuts devront être enregistrés auprès de la recette des impôts dans un délai d'1 mois qui suit la dépôt du dossier au centre de formalité des entreprises. Je voudrais vous parler plus précisément du site guichet-entreprise.fr dont j'ai déjà parlé dans la deuxième vidéo sur le URL. C'est un portail unique de déclaration de début d'activité qui télétransmet aux différents organismes votre dossier administratif. Donc d'abord, il faut créer bien sûr votre espace personnel et création de l'entreprise elle-même, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une société. Vous allez ensuite effectuer une demande d'autorisation ou déclaration préalable qui peut être effectuée pour certaines activités réglementées. Et enfin, vous allez procéder à la validation générale du dossier et ensuite vous serez tenu au courant par mail, mais aussi par courrier recommandé, puisqu'un certain nombre de tâches administratives en France passent encore obligatoirement par le courrier recommandé. Voici donc l'adresse de ce site, c'est donc http, et vous voyez que c'est un site sécurisé, www.guichet-entreprise.fr. Récapitulatif de ce régime assez complexe. Nombre d'associés, il faut 7 actionnaires au minimum, il n'y a pas de maximum. Le montant du capital social de départ est de 37 000 € au minimum. Au minimum. Donc, vous devez absolument réunir 37 000 € de départ.
La direction, la société est dirigée par un conseil d'administration composé de 3 à 18 membres, qui sont tous actionnaires et qui vont eux-mêmes s'organiser entre eux pour diriger l'entreprise un petit peu de la même manière que nous avons vu dans la SARL. La prise de décision se fait par le directeur, qui peut être président ou non, et qui assure la gestion de l'entreprise. Les décisions ordinaires et l'approbation des comptes sont réalisées par les actionnaires lors d'assemblées générales ordinaires dont nous avons parlé pour la SARL. La responsabilité du dirigeant elle est limitée aux apports, sauf en cas de faute de gestion. L'entreprise au niveau des impôts est soumise à l'impôt sur les sociétés. Il est possible pour celle-ci également d'opter pour l'impôt sur les revenus pour les SA notamment de moins de 5 ans. Les cotisations sociales, eh bien le président et le directeur général sont assimilés salariés de facto, mais exclus de l'assurance chômage, sauf s'ils prennent une assurance spéciale dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard. Et votre rémunération, elle est déduite des bénéfices de l'entreprise et elle est fixée par ce conseil d'administration sur une année. J'espère vous avoir donné envie de creuser un petit peu plus cette forme juridique de SA qui est donc, comme je l'ai dit, assez complexe et assez importante. C'est vraiment pour créer de très très grandes entreprises tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt pour la 5e vidéo et pour voir notre dernier statut d'entreprise qui est la société par action simplifiée ou SAS et nous parlerons également de la SASU, un statut très intéressant. Et en attendant, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir les sites internet que je vous ai conseillés pour approfondir le sujet si cette SA vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour notre 5e vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les formes juridiques d'entreprise. Je vous propose aujourd'hui de parler de la SAS, Société par action simplifiée, une forme d'entreprise qui connaît un certain succès ces derniers temps. En tout cas, elle était très très peu utilisée dans le passé. Et aujourd'hui, nous verrons que sa souplesse séduit plus d'un entrepreneur. Donc je vous propose tout de suite de découvrir le programme de notre formation qui est toujours aussi classique. Ce sera la dernière fois d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous changerons un petit peu de présentation. Nous parlerons donc des caractéristiques de cette forme juridique, je vous donnerai des bons conseils et nous finirons par un récapitulatif sur ce régime. Bien, toujours la question traditionnelle, dans quelle situation choisir ce statut? Eh bien, si vous souhaitez bénéficier d'une image haut de gamme, plus importante que la SARL, sans tomber notamment dans la complexité de la société anonyme que nous venons de voir. Si vous avez envie de commencer seul, tout en vous laissant la possibilité de vous associer par la suite, vous pouvez opter pour une SAS-U, c'est-à-dire une société par action simplifiée unipersonnelle, une solution qui vous permet d'être à la fois 100% actionnaire et d'avoir en même temps la possibilité de vendre des actions par la suite. Nous en reparlerons. Si vous n'avez pas ou peu de capital à investir à l'entrée, la SAS est depuis très très récemment disponible depuis 1 euro et vous souhaitez un statut de dirigeant plus avantageux que pour l'EURL, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Un livre très 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 bien fait dont moi-même je me suis beaucoup inspiré pour ma propre activité, c'est la SAS, la Société par action simplifiée de Michel Germain et de Pierre-Louis Perrin, aux éditions Brochet en 2016, qui coûte quand même entre 60 et 65 euros, mais qui est très intéressant, car très complet également sur ce statut. C'est le livre que j'ai trouvé le plus intéressant à lire sur ce statut, tout en restant accessible et en allant quand même assez loin dans la construction de la Société par action simplifiée. Alors, que faut-il savoir sur ce type d'entreprise? Ce statut convient aussi bien pour l'entreprise individuelle, donc comme je le disais, on parlera d'ailleurs de SASU, que pour l'aventure collective. D'ailleurs, il évoluera automatiquement dès l'arrivée du premier associé. Depuis 2008, il n'est plus nécessaire d'avoir un capital pour opter pour ce régime. De même, il n'est plus obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes pour faire certifier ses comptes. En effet, désormais, il ne s'impose que si la société dépasse 2 des 3 seuils suivants, soit un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, soit un total du bilan supérieur à 1 million d'euros, et ou un nombre de salariés supérieur à 20. Le statut de président de la société par action simplifiée présente des avantages. Les patrimoines sont séparés et une responsabilité financière qu'à hauteur de son investissement en capital. Le président jouit également du statut d'assimilé salarié, ce qui lui assure une meilleure protection sociale.
Pour vous expliquer, une société par action simplifiée, c'est en fait une société qui est divisée, comme nous l'avons vu dans d'autres formes d'entreprise, en parts. Sauf que vous pouvez acheter la totalité du capital d'entrée et vous détenez 100% des parts. Par la suite, vous pouvez bien sûr augmenter votre capital et vous allez pouvoir diviser ce capital en parts pour le revendre à vos futurs actionnaires. La SAS peut émettre des obligations pour se financer ou des bons de souscription d'actions pour rémunérer d'éventuels collaborateurs. Par le même principe, la SAS se transmet facilement, il est possible de céder ou de vendre progressivement ses parts à ses enfants notamment. Des sites internet très utiles à explorer. Donc le premier, statutentreprise.com, crée une SAS. Sur ce site, vous trouverez des informations utiles pour le dépôt et la rédaction de l'annonce légale de création, la fiscalité de la SAS, ainsi que des astuces sur la rédaction des statuts, même si l'assistance ici aussi d'un professionnel du droit est très vivement conseillée. Personnellement, j'ai choisi ce type d'entreprise, la SASU, et j'ai rédigé moi-même mes propres statuts, mais je les ai fait vérifier par un expert comptable. On peut le faire également par un notaire ou par un avocat. Bien sûr, le site incontournable dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'Association française pour la création d'entreprises. Dans la rubrique à gauche, choisir un statut juridique, cliquez sur les structures unipersonnelles et vous découvrirez un comparatif très intéressant entre l'EURL et la SASU si vous êtes tenté par l'un ou l'autre des statuts. Le principe par la suite dans la SAS en termes de gestion, eh bien, c'est que chaque mois, donc on va garder la même philosophie que pour l'entreprise individuelle. Vous dégagez un chiffre d'affaires, vous enlevez les charges et les frais professionnels de ce chiffre d'affaires, et ce qu'il reste sur le bénéfice, vous allez vous verser un salaire. Sauf que, à la différence de l'entreprise individuelle, ce n'est pas la totalité du bénéfice, il va falloir établir un bulletin de salaire dans ce bénéfice qui va constituer donc votre rémunération. Et donc ce bulletin de salaire prouve bien que vous êtes assimilé salarié lorsque vous êtes dirigeant d'une SAS. Quelques conseils que je peux vous donner sur ce statut. D'abord, libérez votre organisation. Les associés d'une SAS décident librement de leur organisation via la rédaction des statuts qui, dans une SAS, se fera plutôt de manière collective. De plus, la répartition du pouvoir n'est pas corrélée à la part du capital qu'ils détiennent. Un fondateur, par exemple, même s'il n'a que 5% des actions du capital de son entreprise, peut être considéré comme l'unique dirigeant de l'entreprise. Mais attention, le cadre légal étant réduit, la rédaction des articles des statuts est primordiale. Il faut être aussi vigilant que pour une SARL ou une SA, précision, exhaustivité, etc. Il est donc recommandé de se diriger vers un professionnel du droit des affaires, mais sachez que la rédaction des statuts d'entreprise est facturée en moyenne 3 000 € si vous la confiez en totalité à un prestataire extérieur. La SAS est incontestablement le statut de prédilection des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. C'est ce que nous dit Philippe Glunz, qui est le vice-président de France Angel, une organisation dont j'ai parlé dans le deuxième cycle sur le business plan, une organisation qui accompagne sous forme de business angel des créateurs d'entreprises. La liste des pièces constitutives du dossier de la SAS, c'est donc l'attestation de dépôt des fonds signée par votre banquier, comme quoi vous avez bien versé le capital en argent sur un compte dédié à l'entreprise, les statuts signés par tous les associés, une déclaration de non-condamnation, il en faut une par associé, une attestation de parution légale, le formulaire M0 que vous retirez auprès de votre CFE, une photocopie de votre pièce d'identité avec mention certifiée conforme, un justificatif du siège social de l'entreprise, et enfin un chèque de 41,50 € à l'ordre du greffe du tribunal de commerce compétent pour qu'il puisse vous immatriculer au répertoire des sociétés. La SAS a été créée pour dissocier le pouvoir de l'argent de celui des idées, c'est ce que nous dit un expert comptable. Autre conseil, la gouvernance de l'entreprise. Concernant la direction de l'entreprise, la loi n'a également prévu que la nomination d'un président qui représente la SAS auprès de ses tiers, les clients, les fournisseurs, les prestataires. Les associés peuvent décider de ses attributions et de ses pouvoirs. Il est même possible d'instaurer une présidence tournante tous les 6 mois. La réunion d'une assemblée générale des associés n'est même pas obligatoire. La domiciliation, si le siège social est fixé chez le président, vous devez fournir un exemplaire daté signé par le président de l'attestation de domiciliation, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, de préférence une copie d'une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone fixe. Si le siège social est fixé ailleurs, vous devez fournir une copie du document justifiant de l'occupation du siège social,
contrat de bail, contrat de domiciliation, contrat de mise à disposition des locaux à titre gratuit, etc. Je précise cela pour ceux qui ont éventuellement un bureau ou qui peuvent occuper en copartage ou en coworking un espace dans un espace de coworking ou une pépinière d'entreprise. Petit récapitulatif autour de ce régime. Eh bien, le nombre d'associés, il est donc de 1 ou de plusieurs. Le montant du capital social est librement fixé par le ou les créateurs. La direction, donc les associés, déterminent librement dans les statuts les règles d'organisation de la société, comme les statuts que nous avons vus précédemment dans les vidéos. Seule obligation, nommer un président, personne physique ou morale, associée ou non. La prise de décision, c'est donc le ou les associés selon les modalités décrites dans les statuts. Par exemple, ça peut être la majorité des parts, la prééminence d'un associé, etc. La responsabilité du dirigeant est limitée aux apports. Les impôts, l'entreprise est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, mais comme la SA ou la SARL, on peut opter pour l'impôt sur les revenus pour des SAS de moins de 5 ans. Les cotisations sociales, comme je l'expliquais, le président est assimilé salarié. Il bénéficie du régime général de la sécurité sociale, sauf les ouvertures de droit à Pôle emploi en cas de cessation d'activité. Néanmoins, cette non-affiliation au régime des travailleurs non salariés implique un non-paiement des cotisations minimales si aucun chiffre d'affaires n'est généré. Et votre rémunération, elle est déductible des bénéfices. Voilà, j'espère avoir été de manière complète assez loin dans cette description du statut d'entreprise de la SAS, donc, qui peut être donc unipersonnel, je le rappelle. Je vous invite à donc aller voir les sites internet, comme d'habitude, qui approfondissent mon sujet. Et ce sera notre dernière vidéo, en fait, sur les statuts d'entreprise, puisque nous avons vu les principaux. Et nous allons commencer des vidéos plus proches de votre activité et de votre statut de dirigeant. Mais avant tout, nous allons aller vers une 6e vidéo sur la franchise, pour ceux que ça peut intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo de notre 3e cycle sur la création d'entreprise, où nous parlons depuis le début donc des formes juridiques d'entreprise, et je vous propose de faire une petite parenthèse sur la franchise, puisque peut-être certains d'entre vous sont intéressés pour ouvrir une franchise, c'est-à-dire utiliser une marque déjà existante. Et en effet, comme l'indique mon titre, ça peut être un moyen de limiter les risques, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Le programme de la formation est encore, et pour la dernière fois, assez classique. On va découvrir donc les caractéristiques de la franchise. J'essaierai de vous donner quelques conseils et enfin, nous récapitulerons ensemble ce que nous aurons appris sur ce régime. D'abord, toujours pareil, dans quel cadre choisir la franchise? Si vous décidez de devenir entrepreneur tout en gardant un filet de sécurité, la franchise peut être un bon moyen, car le franchiseur, c'est-à-dire en fait la marque que vous allez choisir, eh bien, va vous accompagner, va vous garantir un certain nombre de choses. Ils vont vous faire bénéficier de leur expérience, du réseau des autres entreprises de franchise, les franchisés donc. Donc, vous avez en effet un environnement très sécurisant à la manière d'un tremplin pour vous lancer dans la gestion d'une entreprise. La gestion comptable et juridique n'est pas vraiment votre tasse de thé, car en effet, la franchise peut être totalement déléguée dans sa gestion, en fait, au franchiseur, à la marque que vous allez choisir. Si vous souhaitez être accompagné par des experts tout au long de votre développement, vous pourrez faire appel au cabinet juridique qui existe très souvent chez le franchiseur ou chez la marque. Vous avez envie de bénéficier de la force d'une marque bien identifiée et installée, ce qui accélérera notamment vos démarches de marketing et de communication. Si tel est le cas, eh bien la franchise est faite pour vous. Que faut-il savoir sur ce statut? Eh bien, selon d'abord la Fédération française de la franchise, les 1796 réseaux de franchises françaises représentent 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, après une croissance de 50% en 10 ans. Donc on voit qu'en effet, ce modèle de la franchise eh bien, est très souvent plébiscité par les jeunes entrepreneurs qui ont peur très souvent de se lancer en leur propre nom ou qui ont envie tout simplement parce qu'ils aiment une marque en fait, de développer cette marque et son déploiement sur le territoire.
Parlons des financeurs comme les banques, elles sont moins frileuses pour l'ouverture d'une franchise, même en cas d'inexpérience sur le produit vendu, car en effet l'accompagnement du franchiseur, l'entreprise qui vous vend sa marque et vous tutelle, rassure. 5 ans après leur création, 9 franchises sur 10 sont encore en activité. Je vous rappelle pour les tout premières vidéos de notre premier cycle que ça n'est pas du tout le même cas lorsqu'on se lance seul sans être accompagné. L'important, c'est de bien choisir son enseigne. Toutes les marques ne se valent pas. Et cela ne coûte rien d'aller aux nombreux salons de la franchise, je dis bien nombreux car il y en a énormément, pour rencontrer en priorité des franchisés qui vous parleront de leur relation avec la maison mère. Comme nous le verrons plus tard, en fait, le franchiseur, c'est donc une marque qui souhaite attirer à elle des franchisés, c'est-à-dire des gens qui vont gérer, comme vous, une entreprise très classiquement, mais avec qui ils vont signer un contrat de franchise. C'est un contrat qui va lier la maison mère dépositaire de la marque, des produits, et nous le verrons aussi d'autres choses, et le franchisé, c'est-à-dire vous, qui créez une entreprise dans le cadre de cette marque. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle une filiale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une entreprise qui appartient à une autre entreprise plus grosse. Vous allez être totalement indépendant dans la gestion de votre entreprise. Concrètement, vous apportez de l'argent sous forme de droit d'entrée et vous payez un abonnement mensuel pour avoir le droit d'exploiter les produits de la marque. C'est ce qu'on appelle la redevance annuelle. En contrepartie, la marque doit vous accompagner, vous former et vous offrir des services de gestion. Attention, il s'agit d'un catalogue que la marque met à votre disposition. Plus vous allez prendre de choses dans ce catalogue, plus que ce soit l'abonnement mensuel ou que ce soit le droit d'entrée va être élevé. Un petit livre, Le Coin des livres, c'est Franchisés gagnants de Charles Serroud et Thierry Borde aux éditions Duno 2013. Des éditions très sérieuses pour la qualité de leur écriture et la complétude de leurs propos, qui coûtent donc entre 20 et 25 euros et que je vous conseille pour tout savoir sur la franchise et notamment sur ce contrat entre le franchiseur et le franchisé. Des sites internet, et il y en a un qui est spécifique qui s'appelle toutelafranchise.com. C'est le site référence de la franchise, extrêmement complet, même si certaines parties ou services sont payants. Néanmoins, une excellente source d'infos, accessible, claire et actualisée. Vous avez aussi le site observatoiredelafranchise.fr, un site très intéressant pour choisir son enseigne notamment, par activité avec de nombreux renvois et des estimations de droits d'entrée, etc. Alors, quelques conseils je peux vous donner pour la franchise. D'abord, comment repérer un mauvais franchiseur, une mauvaise marque? Il a une mauvaise réputation auprès des franchisés. Il vous réclame peu d'informations sur vos apports financiers. Il est censé garantir une solidité, vous, dans votre création d'entreprise. Le droit d'entrée est très élevé, ou la formation sur les produits ou les méthodes est très courte. Ça sent vraiment l'arnaque, et il y en a, il faut être très vigilant. La redevance annuelle est très chère, modulée en fonction de vos résultats. Ça ne doit pas exister. Vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires, qu'il soit élevé ou non. Ça ne doit pas avoir d'influence sur la redevance annuelle que vous demandera le franchiseur. Vous ne voyez jamais de publicité de ce franchiseur ou de cette marque. Le turnover des franchisés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui entrent dans la marque et qui sortent de la marque est supérieur à 10% chaque année, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas souhaité poursuivre avec cette marque-là. L'offre de service paraît floue, ça doit être très clair. Et enfin, je vous invite à consulter un site qui vous indiquera les signes d'un mauvais franchiseur ou quelques noms, qui s'appelle integralfranchise.com. Les franchiseurs cherchent avant tout des personnes capables de gérer les comptes et d'encadrer le personnel, tout en ayant un sens du commerce. C'est un expert de la franchise qui m'a dit ça un jour de l'entreprise HSBC. Exiger un DIP. Le document d'information précontractuel est obligatoire. Il est remis par le franchiseur, donc par la marque, au franchisé comme une sorte de pré-contrat, au moins 20 jours avant la signature du contrat définitif de franchise. Ce document comprend l'historique du franchiseur, l'identité des dirigeants et de l'entreprise, les comptes annuels des 2 dernières années, la présentation de l'état général du marché, la liste des franchisés en activité, les conditions financières, bref, une solide source d'information avant de se lancer. Si un franchiseur ne peut pas vous fournir ce document d'information précontractuelle, fuyez. Il existe plusieurs types de franchises. Vous avez bien sûr la franchise de production. Les biens sont fabriqués par le franchiseur et commercialisés par vous. Il y a la franchise de distribution. Le franchiseur est une sorte de centrale d'achat. Il achète des produits et vous lui achetez ce que vous désirez sur catalogue.
Il y a la franchise de service, qui consiste à fournir des services conformément aux instructions précises du franchiseur. Il y en a énormément qui se sont montés ces dernières années. La franchise industrielle, vous pilotez une petite unité de production pour le franchiseur, à qui vous revendez votre production. Dernier conseil avant de se lancer, choisissez de vous lancer dans un secteur passion, c'est le principe de la franchise. Soyez vigilant à l'ambiance au sein de la franchise. Attention aux campagnes agressives des franchiseurs, soyez vigilant pour ne pas vous faire arnaquer. Ne laissez aucun point d'ombre dans le contrat de franchise, faites-vous le traduire au besoin par un professionnel. Vérifiez la santé financière de la franchise sur des sites très institutionnels comme société.com par exemple. Il existe souvent des associations de franchisés par secteur d'activité, courez-y vite. Et enfin, n'oubliez jamais l'emplacement, qui est une règle immobilière, mais qui marche très très bien pour la franchise, puisque tout va être assez paramétré, parfois même jusqu'au mobilier que vous devrez avoir, par exemple, dans votre boutique. Donc, réfléchissez bien, vous, sur votre étude de marché, et là, le cycle numéro 2 sur le business plan est très important. Petit récapitulatif donc de ce régime de la franchise où je ne vais pas pouvoir être très précis puisque tout dépend de la forme d'entreprise que vous aurez choisie. En effet, comme je le répète depuis le début, vous êtes quand même dirigeant d'une entreprise indépendante. Donc vous pouvez être en franchise et avoir une URL, être en franchise et avoir une SARL, être en franchise et être entrepreneur individuel, etc., etc. Le montant du capital social, eh bien, c'est le droit d'entrée dans la franchise et le montant de la redevance annuelle. Le gérant de la franchise n'est pas libre, il doit suivre les directions de sa marque tout en conservant une autonomie dans la gestion quotidienne de son affaire. Le gérant a donc toute liberté pour prendre ses décisions néanmoins, mais il y a un droit de regard du franchiseur, c'est une tutelle. Alors, elle peut être plus ou moins contraignante selon le contrat de franchise qu'on va vous proposer. La responsabilité du dirigeant, eh bien, il est redevable de ses résultats devant son franchiseur. Les impôts, tout dépend de la forme d'entreprise que vous avez choisie, tout comme les cotisations sociales ou la rémunération. Là, je vous renvoie au statut d'entreprise que nous avons déjà vu et que vous aurez peut-être choisi pour cette franchise. Bien, j'espère avoir été assez complet sur ce thème de la franchise qui, je le rappelle, est une forme d'entreprise un peu particulière puisqu'il y a un contrat avec une autre entreprise déjà existante qui va vous chapeauter, comme on dit, et qui va vous guider dans la mise en place de votre entreprise. Vraiment, c'est une extraordinaire occasion de pouvoir se lancer dans la gestion d'entreprise si on est un petit peu frileux ou si on se sent inexpérimenté, car on peut bénéficier comme cela d'expérience et de conseils d'autres franchisés et bien sûr de sa maison mère qui peut en effet vous accompagner dans la réalisation de votre projet d'entreprise. Attention, soyez quand même très vigilants, il y a énormément d'arnaques dans ce secteur-là. Vous allez vous représenter une somme d'argent et donc il faut être très vigilant sur le franchiseur que vous allez choisir. Je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. La prochaine vidéo, nous sortons des formes juridiques d'entreprise pour parler de la protection sociale. Nous parlerons de tous ces organismes administratifs que j'ai jusqu'à maintenant simplement évoqués pour vous expliquer quels sont leurs rôles et à quoi ils servent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e vidéo qui sortira un petit peu des formes juridiques d'entreprise mais qui me paraît très intéressante et très importante à ce stade de la création d'entreprise, qui est de bien comprendre sa protection sociale. Nous verrons ensemble les généralités puisqu'après beaucoup de choses vont dépendre de la forme d'entreprise que vous aurez choisie. Pour parler de cette protection sociale, je vous propose 3 moments. D'abord, nous allons parler de votre statut dans l'entreprise qui va conditionner votre protection sociale. Nous verrons ensemble les acteurs de la protection sociale et vos obligations. Et enfin, des choses à savoir et des conseils dans une 3e partie. Pourquoi je parle de protection sociale? Eh bien parce que en étant dirigeant d'entreprise, comme nous l'avons vu, et parfois travailleur non salarié ou assimilé salarié, eh bien, vous n'êtes plus assujetti, comme les salariés ou les demandeurs d'emploi, au régime de l'assurance maladie avec le Pôle emploi et tout ce système de sécurité. Donc on va voir ensemble qui prend tout simplement le relais. Alors, les statuts et les protections sociales. Créer son entreprise, c'est renoncer, comme je le disais, au cocon rassurant du salariat. Rien ou peu de choses à s'occuper. Le régime social des patrons,
qu'on a l'assurance maladie, la retraite, la prévoyance étant des assurances que l'on va prendre en cas de problème. Les accidents du travail n'a pas que des inconvénients. Tout dépend du statut de l'entreprise et de la fonction de ses dirigeants, choisis lors de la création auprès du Centre de formalité des entreprises. Un livre très intéressant, et alors vraiment pas très cher, à 3 ou 4 euros, il s'appelle Idéréflex TNS, Statut des travailleurs non salariés de Michel Rousselot-Paillet aux éditions Franel, un petit guide très complet qui vous parlera donc de ce statut de protection sociale des travailleurs non salariés. Une fois que votre entreprise est créée, votre centre de formalité informe votre organisme de protection sociale automatiquement, qui se charge de revenir vers vous pour la création de votre espace personnalisé sur Internet et pour bien évidemment mettre en place le paiement des charges sociales. Si vous êtes entrepreneur individuel, votre statut pour les organismes, c'est donc travailleur non salarié. Je fais ici un petit récapitulatif. Si vous êtes gérant de URL ou associé unique du URL, vous êtes travailleur non salarié. Si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, vous êtes assimilé salarié. Gérant majoritaire de SARL, travailleur non salarié. Président de SAS ou de SASU, vous êtes assimilé salarié. Président ou directeur de SA, vous êtes travailleur non salarié. Si vous êtes le conjoint, marié ou pacsé, associé exerçant une activité régulière dans l'entreprise, votre conjoint sera associé. C'est un statut particulier. Si votre conjoint est salarié de l'entreprise, il sera salarié. Et enfin, si votre conjoint, marié ou pacsé, n'est ni associé ni salarié, mais exerce une activité régulière dans l'entreprise, il sera conjoint collaborateur. Ces 3 statuts du conjoint sont très importants pour la suite de la vidéo. Le conjoint collaborateur, pour illustrer cette notion un peu complexe, c'est en effet, vous allez être travailleur non salarié parce que patron de votre entreprise, et la personne qui vous accompagne dans la vie va travailler plus ou moins directement pour votre entreprise, elle va faire le téléphone ou ce genre de choses, eh bien elle sera conjoint collaborateur, mais elle n'aura pas de lien juridique avec votre entreprise. À explorer donc des sites internet, captaincontrat.com sur le statut des travailleurs non salariés. Captain Contrat est un site très intéressant qui propose un dossier assez complet sur le statut TNS. Et dans un deuxième temps, donc, je vous propose de parler des acteurs de la protection sociale et de vos obligations. Alors, ces acteurs sont au nombre de 3. D'abord, vous allez avoir l'URSSAF, qui s'adresse d'abord aux travailleurs non salariés. Il collecte en fait les allocations familiales, les contributions CSG-CRDS qui sont des taxes sur les revenus, et la participation à la formation professionnelle. Il calcule ses cotisations sociales à partir du bénéfice de l'entreprise, si celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu sur l'année précédente. Donc si vous créez votre entreprise en 2016, vous paierez vos cotisations de cette année en 2017 sur le bénéfice de 2016 et ainsi de suite. Ou alors à partir du salaire que vous vous versez chaque mois si vous êtes soumis à l'impôt des sociétés. Pour cette distinction, c'est à voir avec votre expert comptable. Et certains forfaits sont décidés par décret ministériel, notamment la participation à la formation professionnelle, qui coûte d'année en année toujours la même chose. En vous demandant, l'URSSAF va vous demander de déclarer votre bénéfice en ligne depuis votre espace chaque mois, trimestre ou année, selon la forme juridique d'entreprise, sur l'auto-entrepreneur ou à partir de netentreprise.fr. Théoriquement, il vous adresse par voie postale un mail et un appel à cotisation pour vous rappeler de procéder au paiement. Ou alors, via la déclaration sociale des indépendants, la déclaration doit être effectuée avant le 19 mai environ en version papier et le 9 juin en télédéclaration. Passé ce délai jusqu'à fin août, une pénalité pour déclaration tardive pouvant atteindre 10% est encourue. Au-delà, pour éviter un calcul de charge par taxation d'office. Au deuxième organisme, c'est le fameux RSI, Régime social des indépendants, fortement critiqué car en effet il ne fonctionne pas très bien, qui lui va s'occuper des cotisations maladie, maternité, et aussi d'une partie des contributions CSG-CRDS, à partir des mêmes éléments que vous allez soumettre à l'URSSAF et à partir des mêmes déclarations que vous allez devoir faire, dont j'ai parlé pour l'URSSAF juste précédemment. Troisième organisme, c'est donc la CNAV-PL. Donc là, c'est l'organisme de retraite qui va vous être de facto donné par votre centre de formalité des entreprises. Lui va s'occuper donc de votre retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'assurance en cas d'invalidité ou de décès. La cotisation est entièrement proportionnelle aux revenus d'activité non salariés, mais ces revenus sont partagés en 2 tranches, appelées T1 et T2, des notions que l'on voit parfois sur les bulletins de salaire, et chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation.
la cotisation est due pour l'année en cours et aussi il y a ici certains forfaits décidés par décret ministériel. Dans un premier temps, pour ces cotisations retraite, la cotisation est calculée à titre provisionnel. Vous déclarez un bénéfice prévisionnel. En 2016, vous pensez réaliser tant d'argent. Puis en fin d'année, vous déclarez votre bénéfice réel et ils font les corrections. Elle est régularisée et devient définitive lorsque le revenu de l'année en cours est connu lors de la déclaration aux impôts que vous allez faire au mois de mai de chaque année. Pour ces trois organismes, je ne cesserai de vous conseiller de bien vérifier qu'ils ont bien fait leur déclaration au moment pour vous éviter des pénalités de retard. En effet, l'affiliation au RSI ou l'affiliation au CNAV-PL notamment est normalement automatique. Mais pour vous parler d'une expérience personnelle, j'ai dû moi-même faire des démarches d'affiliation parce que ce caractère automatique n'avait pas été respecté. Donc soyez bien vigilants là-dessus. Des choses à savoir et des conseils pour tous les jours. Première chose, les professionnels libéraux ne versent pas de cotisations pour bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident. À ce titre, ils peuvent souscrire, en dehors des organismes que nous avons vus, auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance, un contrat facultatif. Les professionnels libéraux peuvent également souscrire une assurance volontaire accident du travail maladie professionnelle auprès de la CPAM. Donc, je vous ai mis le numéro de CERFA. Les professionnels libéraux ne sont pas couverts bien sûr par l'assurance chômage et ne cotisent pas pour ce risque. Il existe des produits d'assurance chômage proposés par des organismes privés. Ces organismes viennent suppléer la perte de chiffre d'affaires. Très concrètement, comment cela fonctionne? Eh bien, si vous souscrivez à ce genre de contrat d'assurance donc privé, les mois où vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires, où vous allez en faire moins que prévu, ils vont venir compléter en fait ce chiffre d'affaires sous forme de salaire en vous versant une pension ou une rente. Soyez très vigilants, ces organismes coûtent très cher. La base de calcul des cotisations sociales intègre aussi les dividendes perçus dépassant 10% du capital de l'entreprise détenu par le chef d'entreprise ou 10% du patrimoine affecté pour les EIRL et l'abattement fiscal forfaitaire de 10% pour frais professionnels. Pour aller plus loin, pour l'URSSAF, sur le site, cliquez sur l'onglet Indépendant, rubrique Mes cotisations. Pour le RSI, dans le menu, choisissez Cotisations, puis l'onglet correspondant à votre secteur d'activité et parcourez les différents articles. Et enfin, pour la retraite, consultez le site de la CIPAV, une de leurs caisses. Vous obtiendrez les montants exacts des cotisations à partir de service.cipav-retraite.fr. Certains organismes proposent des simulateurs de cotisation. N'hésitez pas à les utiliser en rentrant un chiffre d'affaires afin qu'ils vous calculent à peu près exactement ce que vous leur devrez pour l'année en cours. Je parle surtout pour ceux dont la gestion financière est une préoccupation, qui est bien normale. Le statut du conjoint, donc pour revenir collaborateur ou associé. Le conjoint ou partenaire pacsé participe souvent à l'activité mais sans percevoir de rémunération. Considéré comme conjoint collaborateur, il bénéficie gratuitement des prestations maladie des professions indépendantes et peut percevoir une indemnité forfaitaire de repos maternel, une indemnité de remplacement en cas de maternité et d'indemnité journalière en cas de maladie. Bien que non rémunéré, il doit cotiser pour la retraite. S'il est demandeur d'emploi, il peut continuer à percevoir ses allocations pendant 15 mois. Mais si votre conjoint possède des parts de votre entreprise, il devient conjoint associé. Ses cotisations sont calculées sur une assiette minimale et il ou elle peut bénéficier de la même couverture que le chef d'entreprise. Comme vous l'avez vu, la protection sociale jusqu'à maintenant est automatique pour les salariés puisque c'est leur propre entreprise qui va les déclarer auprès des différents organismes. Donc très souvent, c'est automatique et on n'a pas besoin de s'en occuper lorsqu'on rejoint un emploi et lorsqu'on devient salarié. Pour les chefs d'entreprise, c'est complètement différent puisque ce sera à vous de créer vous-même votre protection sociale à partir de certains organismes obligatoires, URSSAF, RSI et caisses de retraite, et à partir de certains organismes facultatifs et privés pour vous constituer des assurances qui vont venir jouer dans certains cas particuliers comme l'arrêt maladie, comme l'accident du travail. Il faut que vous soyez bien conscient de cette différence par rapport au statut des salariés. J'espère avoir été complet sur ce statut de la protection sociale qui n'est pas facile à constituer mais qu'il faut penser dès le début de votre activité. En effet, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver lorsqu'on crée une entreprise, surtout si on travaille dans des secteurs qui ont des dangers potentiels. Je pense comme ça spontanément à la restauration ou à certaines activités artisanales. Donc il faut penser tout de suite à sa protection sociale. Il n'est pas facile de trouver les informations adéquates ni les démarches pour s'affilier. Donc, armez-vous de courage et normalement on y arrive. Préparez aussi votre téléphone car vous aurez besoin très régulièrement de contacter ces organismes et ça n'est pas facile.
jusqu'à peut-être un changement qui se profile d'harmonisation de ces prestations sociales, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. J'espère en tout cas vous avoir donné quelques clés tirées de mon expérience et de ce que j'ai pu rencontrer pour que vous puissiez vous constituer une propre protection sociale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous nous retrouvons très bientôt pour la dernière vidéo qui sera consacrée aux impôts. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e et dernière vidéo sur le choix de la forme juridique de l'entreprise. Une dernière vidéo où je vous parlerai des assurances et des impôts que j'ai commencé à aborder dans la vidéo précédente et où j'essaierai de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer. Je vous propose de voir dans un premier temps le système des assurances, un système assez complet et assez complexe si on n'y connaît rien. Et enfin, je vous parlerai du régime d'imposition de l'entreprise et nous ferons un petit point sur ce que nous savons jusqu'à maintenant. Bien, d'abord le système des assurances. Pourquoi souscrire des assurances et surtout, pourquoi? Eh bien, le RSI se révèle moins intéressant que le régime général pour tout ce qui concerne les accidents, la retraite ou le chômage. Mieux vaut donc dès le départ s'affilier à une complémentaire santé. Pour l'arrêt maladie, depuis la loi Madelin de 1994, un certain nombre de cotisations sont déductibles du revenu imposable. Un problème de santé entraînant un arrêt de travail peut avoir de graves conséquences financières. Certains contrats couvrent les frais de fonctionnement, loyer, électricité, mais pas le stock, jusqu'à 100 000 € en cas d'incapacité de travail. On va parler d'incapacité de travail lorsque vous êtes empêché physiquement ou moralement, ou psychologiquement bien évidemment, d'assurer pleinement votre travail. Imaginons que vous vous cassez une jambe ou quelque chose comme ça, eh bien cette assurance d'arrêt maladie va venir compenser et vous fournir une pension et en cela aussi dédommager votre perte de chiffre d'affaires. Elle assure donc aux dirigeants le versement d'indemnités journalières au-delà d'un certain délai de franchise où il va falloir attendre avant que cette assurance s'enclenche. Les micro-entrepreneurs disposent de contrats spécifiques. Pour 10 € par mois, le groupe April propose par exemple une garantie de 30 € par jour en cas d'accident du travail. En général, les assureurs calculent le montant des primes en fonction des prévisions de revenus des créateurs et les réajustent au bout d'1 ou 2 exercices, comptez de 4 à 800 € par an pour une bonne complémentaire santé. En termes de retraite, en tant qu'indépendant, vous toucherez selon les cas entre 25 et 40% de votre revenu moyen des 25 meilleures années. C'est peu par rapport à un salarié. Vous avez par conséquent tout intérêt à épargner mensuellement en souscrivant par exemple une assurance vie. Dans le cadre de la loi Madelin, les versements sont déductibles de votre revenu imposable, donc de votre chiffre d'affaires, et font partie des charges que vous déduisez chaque mois, à la seule condition que le revenu produit soit sous forme de rente et non de capital. À explorer une notion, donc celle de l'assurance vie, si vous ne la connaissez pas encore, il y a deux options possibles. Il faudra choisir entre une assurance vie investie en fonds sécurisés, qui est un plan sûr à l'approche de la retraite, ou en actions, au rendement plus prometteur, mais à réserver en début de carrière. Autre point, les options en termes de rente. Si vous êtes marié, vous opterez de préférence pour une pension réversible qui profitera à votre conjoint si vous décédez avant lui. Attention, plus le pourcentage de réversion est élevé, moins la pension sera importante. Vous pouvez choisir enfin une rente renforcée par exemple dans les 6 mois qui suivent la cessation d'activité. Donc l'assurance vie est bien une sorte d'assurance globale que l'on peut débloquer tout au long de sa vie selon les banques que vous allez choisir et qui vous permettent éventuellement, si vous fermez votre entreprise, d'avoir une somme d'argent disponible pour pouvoir tenir le temps de vous réinventer un autre projet d'entreprise ou de repartir dans le salariat. Toujours en continuant dans ce système des assurances, il existe des assurances dont j'ai parlé sur la perte d'emploi. Faute d'être prise en charge par Pôle emploi en cas d'échec, 3 organismes, la PPI, la GSC et April, proposent une assurance volontaire garantissant un revenu en cas d'échec selon le taux de cotisation. Il est possible d'être couvert entre 50 à 100% de ses revenus. Ainsi, par exemple, pour une indemnisation sur 12 mois, le taux de cotisation de la GSC démarre à 3% du revenu pour une couverture à 55% minimum du revenu d'aide fiscale. En outre, la GSC propose aux créateurs une formule simple avec une cotisation annuelle de 396 € qui, même en l'absence de revenus professionnels et de chiffre d'affaires,
leur garantit une indemnité forfaitaire de 5 532 € s'ils échouent. Enfin, assurance décès. Bénéficier et faire bénéficier d'une assurance décès n'est pas si onéreux. Une prime de décès de 100 000 € vous coûtera 130 € par an en moyenne si vous avez une trentaine d'années et êtes en bonne santé. D'autres critères entrent en ligne de compte dans le calcul de la prime, le sexe, l'âge, l'état de santé, la pratique sportive, etc. Un conseil, vérifiez que le montant à débourser est calculé sur la base de votre âge au moment de l'adhésion et qu'il ne changera pas tout au long du contrat. Les non-salariés peuvent déduire ces cotisations de leur revenu imposable à condition que les garanties soient versées sous forme de rente. Bilan, quel contrat peut-on déduire de son revenu imposable? Les cotisations obligatoires versées à la sécurité sociale sont les charges dont nous avons parlé et qui s'enlèvent de votre chiffre d'affaires. Les primes versées à des sociétés d'assurance ou des mutuelles, maladie, maternité, invalidité, décès, perte d'emploi et retraite complémentaire sont également des charges sociales qui sont à déduire de votre chiffre d'affaires. Les cotisations complémentaires au régime des caisses d'assurance vieillesse des professions indépendantes. Une limite est fixée pour chaque type de garantie, mais là aussi, ce que vous allez donner à ces organismes se déduisent de votre chiffre d'affaires. Les cotisations d'assurance vieillesse sont déductibles du bénéfice imposable de l'année précédente dans la limite de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est un plafond fixé chaque 1er janvier par le gouvernement et qui est de 3 861 € en 2016. Les cotisations de prévoyance sont également déductibles, mais dans la limite de 7% du plafond annuel de la sécurité sociale et de 3,75% du bénéfice imposable de l'année précédente. Bref, ici un bilan sous forme de tableau de toutes les cotisations et charges sociales que vous allez pouvoir déduire de votre chiffre d'affaires, en plus des frais professionnels, pour arriver à votre notion de bénéfice. Un petit point donc sur l'imposition et ce que nous savons jusqu'à maintenant. Je rappelle que pour le régime micro-entrepreneur est réservé aux entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires hors taxe ne dépasse pas 82 200 € pour les activités de commerce et 32 900 pour les prestations de services. Le créateur a alors deux possibilités pour calculer et payer son impôt, soit en choisissant le régime micro-classique, soit en choisissant le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Dans le premier cas, il lui suffit de déclarer son chiffre d'affaires à la fin de chaque année civile. Le fisc se charge ensuite de calculer le revenu imposable en appliquant une réduction, qu'on appelle l'abattement, de 71% pour les commerces, 50% pour les autres entreprises relevant du BIC et 34% pour les entreprises de services BNC. Le résultat, chiffre d'affaires moins abattement, est imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Enfin, l'autre option, c'est le versement libératoire. Vous prélevez vos impôts à la source. Dans le second cas, uniquement possible si le revenu global du créateur est inférieur au plafond de 26 631 € par part de quotient familial. Je sais que c'est un peu technique, mais je vous invite à aller creuser ces notions sur Internet. Il peut s'acquitter de l'impôt sur le revenu généré par son entreprise en versant chaque trimestre ou chaque mois un pourcentage du chiffre d'affaires perçu. Ce montant est de 1% si l'activité est commerciale, 1,7% pour les prestations de services de type BIC et 2,2% pour les professions libérales. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre centre financier des impôts, c'est le service inter-entreprise de votre région qu'on appelle le SIE et qui est très souvent très disponible pour recevoir sur rendez-vous et assez souvent bienveillant, donc il ne faut pas hésiter à aller leur expliquer vos doutes, même si vous avez des questions extrêmement bêtes et basiques. Ils sont là pour répondre à toutes les questions, surtout des jeunes créateurs d'entreprises. Autre particularité, c'est le régime réel. On se tournera vers le régime réel dans 3 cas. On y est obligé, dépassement des seuils de chiffre d'affaires, parce qu'on souhaite être assujetti à la TVA, ou enfin parce qu'on supporte beaucoup trop de charges dont on veut être exonéré. Le régime réel consiste pour l'entrepreneur individuel à déduire lui-même de ses recettes les dépenses professionnelles pour leur montant réel. C'est ce que j'ai expliqué dans mes différents exemples jusqu'à maintenant. Les premières années sont dédiées à ce régime car souvent les charges de démarrage sont très élevées, tout comme les achats. On peut même dégager un déficit reportable sur les autres revenus du foyer fiscal ou sur les 6 années suivantes. Dégager un déficit, ça veut donc dire que l'on ne va pas générer de chiffre d'affaires sur une année ou même un chiffre d'affaires négatif. Et donc forcément, ce chiffre d'affaires étant négatif, si l'année d'après on va avoir un chiffre d'affaires positif, il va être dégrévé, amoindri du chiffre d'affaires négatif de l'année précédente. Et dans le cadre des impôts sur le revenu, si vous êtes uni à votre conjoint sous le régime de la communauté, si vous avez un chiffre d'affaires négatif, il va venir baisser les revenus totaux du foyer. Mais il implique de gérer une comptabilité complète et dans ce cas, le recours à une association de gestion agréée ou un expert comptable
est vivement conseillé. Bien, c'était donc la dernière vidéo sur les assurances et qui participait donc à la protection sociale et également un petit point sur les impôts. Cela me permet de glisser tout naturellement vers le prochain cycle de vidéos, le cycle numéro 4, qui sera consacré à la gestion de l'entreprise et à la gestion notamment comptable, où nous reverrons toutes ces notions de chiffre d'affaires, de frais professionnels, de charges sociales et ensuite de bénéfices, de salaires, bref, tout ce qui va constituer finalement votre revenu et les moyens de vous financer. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cycle de vidéos concernant la forme juridique de l'entreprise. J'espère avoir tout du moins suscité chez vous des envies d'aller compulser tous les sites internet dont j'ai parlé dans les différentes vidéos pour approfondir vos connaissances, car en effet, comme je l'expliquais au tout début, dans des vidéos de 10 ou de 15 minutes, il est difficile de faire le point sur un statut d'entreprise. Et je vous dis donc à très bientôt pour le 4e cycle de vidéos, et je vous remercie encore une dernière fois d'avoir suivi ce cycle sur la création d'entreprise numéro 3. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de conclusion où nous allons faire le point sur ce 3e cycle de vidéos sur le choix de la forme juridique. Comme vous l'avez compris, si je peux vous donner des derniers conseils, en fait, il s'agit de réfléchir d'abord si vous voulez vous lancer seul ou à plusieurs. En fonction de ça, comme je vous l'expliquais, il existe aussi une solution dont je n'ai pas parlé dans les vidéos parce qu'elle me paraissait hors propos. Il s'agit du portage salarial, c'est-à-dire d'être salarié et de rejoindre une structure dans laquelle on va pouvoir, dite de portage salarial en fait, que l'on va pouvoir donc rejoindre pour démarrer une activité tout en douceur de chef d'entreprise. Moi-même, pour vous faire part de mon expérience personnelle, j'ai commencé tout en restant salarié, puisque je suis un ancien directeur de cabinet, j'ai commencé une activité entrepreneuriale pendant que j'étais encore salarié. L'entreprise individuelle permet ça, puisque lorsqu'on va créer son entreprise, on va pouvoir indiquer au centre de formalité si on décide que cette entreprise est notre activité principale ou si c'est une activité complémentaire à une activité salariée. Dans ce cadre-là, ce qui est très intéressant, c'est que si on est dans une activité complémentaire, on va pouvoir ne pas avoir l'ensemble des charges à payer, pas de RSI et pas de retraite, puisqu'on va rester encore au régime salarié, donc à l'assurance maladie et à la sécurité sociale dans son ensemble. Donc c'est vrai que c'est le conseil que je voulais vous donner avant de se lancer dans une entreprise en totalité. Pensez peut-être si vous êtes salarié au moment où nous nous parlons, au moment où vous regardez cette vidéo, à commencer d'abord tout doucement par une activité complémentaire que vous allez faire comme ça, fructifier et grossir au fur et à mesure. Vous sentirez de toute façon à quel moment vous pouvez lâcher prise et à quel moment vous pourrez transformer cette activité en activité principale, une modification d'ailleurs qu'il faudra signaler administrativement à l'URSSAF. Par la suite, si vous avez quand même envie de vous lancer directement dans la gestion d'une entreprise, pensez vraiment à l'aide de l'ACRE pour pouvoir être dispensé des cotisations sociales, mais aussi du NACRE pour avoir donc des prêts. Je fais un peu des allusions aussi au 2e cycle, des prêts en fait à taux zéro et un accompagnement beaucoup plus restreint sur votre création d'entreprise. Enfin, je voudrais bien sûr vous conseiller un site qu'il faudrait lire de long en large avec toutes les pages qui sont disponibles. C'est l'agence France Entrepreneur qui était avant l'agence pour la création d'entreprises qu'on appelait APCE et qui a été donc redotée, remobilisée, ergonomiquement redesignée pour être beaucoup plus accessible et je ne cesserai de vous inviter à consulter ce site. Si on clique bien évidemment sur l'onglet créateur d'entreprise, on arrive donc dans ce menu, vous retrouverez des étapes pour vous aider, pour vous guider dans la création de votre entreprise et notamment, vous voyez le petit 7, choix d'un statut juridique. Vous retrouverez un peu les mêmes informations que je vous ai données, bon, pas aussi de manière complète bien évidemment, mais ça vous permettra de revenir comme ça sur les principaux aspects juridiques des différents statuts d'entreprise. Je n'ai qu'à vous souhaiter à partir de maintenant un bon courage pour le choix de votre statut juridique. Je reste bien évidemment disponible pour les questions sur la FAQ ou si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter via tuto.com
pour me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt pour le cycle numéro 4. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la création de votre entreprise. À très bientôt. Au revoir.